Aujourd'hui, nous allons donner la parole à 3 experts en fait, du marché des RH, qui vont se présenter, tout à l'heure, autour de la digitalisation, et spécialement, la digitalisation des ressources humaines. Vous savez que le thème, je ne sais pas si vous avez eu accès, aux autres ateliers de Pixid. Le grand thème, de cette année, chez Pixid, c'est de la digitalisation de l'intérim. Pas uniquement aujourd'hui, mais aussi dans les années à venir. On sent que cette digitalisation a déjà commencé depuis 2014-2015 avec des initiatives. On s'aperçoit qu'il y a des nouveaux acteurs, des plateformes de matching. Moi, j'en avais créé une avec Job Minute en 2015. Donc, c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité. Donc, on va en parler avec vous aujourd'hui. Je vais saluer Stéphane, Adeline, Carla. Bonjour à tout le monde. Fabrice, merci de participer. On est déjà 25 et je pense que d'autres vont arriver. Normalement, il devrait y avoir une quarantaine de participants. Pour apporter un éclairage sur cette situation un peu particulière cette année avec le Covid, donc nous avons invité 3 experts qui vont se présenter rapidement. Donc, la parole est à vous, messieurs. Je me lance. Donc, bonjour tout le monde, Jean-Louis Rotius. Donc, moi, je suis le directeur marketing de Mister Theme Group. Donc, Mister Theme Group, aujourd'hui, on est le leader de l'intérim digital. Donc, on fait 230 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'an dernier, on a fait plus de 120 000 contrats auprès de 5 000 clients. Donc, voilà, un développement très rapide. Et on allie aujourd'hui cette puissance du digital finalement avec un service de proximité avec plus de 130 agences un peu partout en France qui sont pour le coup spécialisées par métier. Donc voilà, nous, notre job, c'est vraiment l'alliance du digital avec un service de proximité. C'est ce qui fait notre spécificité. Édouard. Bonjour à tous, donc je m'appelle Édouard et je suis directeur des partenariats et d'innovation chez Clever Connect. Ça signifie que je travaille étroitement avec les équipes de Pixid, qui est un partenaire important pour Clever Connect, et je participe à la structuration de l'offre de nos produits en collaboration étroite avec nos équipes marketing et commerciales. Un petit mot sur Clever Connect. Aujourd'hui, Clever Connect, c'est un éditeur de solutions de recrutement, spécialiste du matching et des technologies aussi de vidéo interview. On est un éditeur européen, un peu plus de 140 dans l'organisation, avec des bureaux dans différents pays européens, mais majoritairement en France. On est une société française. Et on est plus connu à travers des marques ombrelles comme meteojob.com, qui est un des leaders de l'emploi en France, qui intègre du coup nos technologies de matching depuis sa création. Visiotalent, qui est notre marque du coup qui a fusionné avec Meteojob en 2016 et qui produit du coup des solutions de vidéo interview destinées dans le cadre des processus de recrutement. Et enfin, notre solution de matching, HR Match, qui s'intègre du coup à des éditeurs partenaires comme des ATS et qui sont fournis du coup à nos clients pour traiter leur vivier de candidats. Alors, on rassemble un peu plus de 7 millions de candidats, on a un peu plus de 2500 clients sur l'ensemble du marché européen. Bonjour à tous, je suis Stéphane Garros, je suis le directeur d'exploitation pour la partie commerciale du groupe Proman en France. Donc le groupe Proman, on est une société 100% familiale, basée à Manosque dans les Alpes d'Haute-Provence. On réalise 2,7 milliards de chiffre d'affaires dans le monde et on a à peu près 660 agences. Donc 400 agences en France et on se positionne aujourd'hui comme le 4e acteur sur le marché français. Ma mission est dans le groupe de pouvoir aider les agences à tout ce qui va pouvoir les aider au développement commercial, que ce soit le recrutement, l'organisation et tous les outils qui peuvent leur permettre d'être le plus opérationnel possible en agence et auprès de nos intérimaires et de nos clients. Merci beaucoup, messieurs, pour cette introduction. Je vais juste aussi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis un petit peu comme Édouard en charge des nouvelles offres sur la partie sourcing et portail salarié chez Pixid, et je travaille sur la démarche partenariat aussi pour enrichir la plateforme avec des partenaires comme Clever Connect. On voulait commencer déjà cet atelier par voir les impacts de cette crise en 2020 qui a été un peu très succinct à partir du 17 mars et la décision de
du gouvernement de confiner le pays. On s'aperçoit que chez Pixid, en tant que témoin privilégié du marché de l'emploi et particulièrement de l'intérim, on a vu une chute très rapide du nombre de missions à travers la plateforme parce que en une ou 2 semaines, on avait déjà perdu à peu près 50% des flux et donc des besoins d'intérimaires à travers la plateforme, pratiquement sur tous les secteurs d'activité, bien évidemment axés sur le BTP, l'automobile ou tout ce genre de choses où les usines ont bien évidemment fermé. Et le point un petit peu positif qu'on a vu, c'est que très rapidement, vers fin avril, début mai, quand les conditions ont été un petit peu plus favorables et que le gouvernement a levé les restrictions, on a vu que sur tous les secteurs, ça repartait assez rapidement. Alors, bien évidemment, il y a des secteurs comme l'agroalimentaire ou la logistique qui ont été un petit peu moins impactés, mais on a rapidement vu que dès le 15 ou le 30 mai, on était arrivé à un niveau de mission pratiquement identique à l'avant-confinement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu expérimenter chez Pixid. Et donc, vous, dans vos organisations, on aimerait aussi savoir comment vous avez été impacté par cette crise, soit l'organisation interne, soit aussi votre relation avec vos clients ou vos intérimaires. Édouard. C'est toi, là? Ouais, ok. C'est à toi. Bah, nous, un peu comme vous, je pense qu'on a observé du coup. Alors déjà, selon nos activités, on a des observations un peu différentes, hein. Par exemple, entre Météo Job et puis nos solutions logicielles comme Visio Talent ou HR Match, on n'a pas exactement du coup les mêmes impacts au niveau business. La première chose sur Météo Job, on a observé tout de suite en fait un arrêt brutal ou enfin plutôt une diminution brutale de de nombre d'offres d'emploi en ligne sur Météo Job. Donc, on a eu une réduction quasiment entière, hein. Donc c'était très important et c'était assez brutal. Mais par exemple, aujourd'hui, là, on a 155 000 offres sur le site de Météo Jobs, ce qui est un peu plus que ce qu'on avait l'année dernière à la même époque. Donc, on est revenu à un contexte d'avant-crise, même un peu meilleur, en fait, en termes d'activité, je veux dire, de présence des offres d'emploi et du coup de l'activité d'emploi sur le site. Et on a eu aussi des grosses volumétries de candidatures enregistrées à peu près, en lien à peu près, suivant un peu la courbe des offres d'emploi et de la reprise. Par contre, sur la partie software, sur nos logiciels, Visio Talent et HR Match, donc nos technologies d'entretien vidéo et de matching, on a plutôt eu l'impression, on a plutôt ressenti une augmentation importante des opportunités. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients en fait qui ont au contraire utilisé cette période-là, soit l'ont subi, soit en ont profité pour, mais en tout cas ont décidé d'accélérer leurs projets de digitalisation et leurs réflexions. Et comme c'est des projets un peu plus long terme, l'intégration de ces logiciels et de ces technologies, on observe du coup, on a au contraire beaucoup d'opportunités et de discussions, d'échanges assez en profondeur avec nos clients pour préparer la suite de leur digitalisation justement. Et juste avant de passer la parole à Stéphane, par rapport aux offres d'emploi qui sont reparties, est-ce que c'est exactement la même typologie des offres d'emploi qu'il y avait avant crise ? Non, alors effectivement, il y a des grosses variations selon le secteur, hein. Forcément, l'aéronautique, l'automobile, par exemple, ont été beaucoup plus impactés et on a vu des pics, par exemple, sur certains types d'offres. En fait, c'est très lié à l'activité, évidemment. Donc, par exemple, en agroalimentaire, dans les secteurs de la logistique et de la livraison, dans les secteurs de la santé, on a vu au contraire des augmentations. Pas des grosses augmentations, mais on a vu des augmentations. On a même participé, par exemple, à une campagne où on a soutenu le ministère de l'Agriculture en intégrant 10 000 offres d'emploi dans l'agriculture parce qu'il y a eu un énorme besoin de main-d'œuvre tout à coup dans ce secteur-là. Donc, il y a eu des variations vraiment assez fortes d'un secteur à l'autre, oui, c'est sûr. Et est-ce que vous voyez comme nous une grosse demande sur les métiers plus opérationnels, avec peu de diplômes et un petit peu moins de volume sur des profils plus middle management? On n'a pas pour le coup sur Météo Job, on n'a pas eu de distinction forte sur ces au niveau cadre, non cadre ou type de métier, pas spécialement non. Ok, merci Edouard. Stéphane, vous, comment vous avez vécu ça chez Proman? On l'a vécu plutôt mal, comme tout le monde, puisque du jour au lendemain, tout s'est arrêté dans nos agences.
Donc, on a une baisse, selon les agences, entre 50 et certaines à 100% d'arrêt d'activité. Donc, c'est assez violent pour les intérimaires et pour les agences et pour les permanents qui sont habitués à d'autres situations. Bon, donc ça a été un arrêt brutal. Ça a nécessité derrière aussi une organisation en agence différente pour pouvoir continuer à parler à nos clients, parler à nos intérimaires, voire les recevoir. Certaines agences, bien évidemment, ont profité de la crise pour pouvoir développer des activités, mais ces secteurs d'activité, on les connaissait auparavant. C'est la logistique, les métiers de la logistique, les métiers de l'agroalimentaire, principalement la grande distribution. Donc, on a été très pénalisé, notamment sur nos marchés industriels, nos marchés du BTP. D'un point de vue organisation par rapport à ça, comme tout le monde, on a privilégié le télétravail. Donc, il a fallu qu'on s'organise à l'interne pour donner les moyens à nos équipes de pouvoir travailler depuis leur domicile. Donc, on avait déjà anticipé donc, cette partie-là, puisque nos collaborateurs commerciaux sont équipés depuis plusieurs mois de PC portables. Donc, ça n'a pas généré beaucoup de modifications par rapport à ça, mais des habitudes et un fonctionnement bien évidemment différents. Derrière, avec le déconfinement courant mai, de ce fait, on a pu se réorganiser assez rapidement. On a réouvert les agences tout de suite, tout en mettant en place des gestes, une organisation barrière pour que nos collaborateurs puissent travailler, revenir travailler dans les meilleures conditions, que l'on puisse recevoir nos intérimaires de la même façon. Et on a noté, bien évidemment, rapidement derrière une reprise d'activité forte dans les métiers du BTP. Et un maintien de l'activité qui s'était aussi générée durant le confinement sur les métiers de la logistique. Donc, on a passé un été intéressant en termes de volume et de reprise d'activité qui, pour nous, se confirme en ce moment, puisque nous sommes revenus au-dessus des chiffres que l'on avait l'année dernière sur la même période. Donc, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, mais on peut dire que notre organisation, les choix que l'on a faits, de par le travail à distance au départ avec nos clients, avec nos intérimaires, le maintien de la relation commerciale nous a permis de pouvoir continuer à travailler difficilement, mais sereinement aussi. Et vous avez encore beaucoup de télétravail au sein de vos agences ou du chômage partiel, par exemple? On n'a plus de chômage partiel chez nous depuis le déconfinement. Toutes nos agences, déjà, nos agences, peu d'agences étaient enfin, aucune agence n'était en chômage partiel total. On a eu un peu d'activité partielle au mois d'avril, mais dès la fin du confinement, on n'avait plus d'activité partielle chez nos permanents. Le télétravail s'est à ce moment-là arrêté également, sauf les personnes sensibles. Et aujourd'hui, on a encore un peu de télétravail de par les gens qui sont malades ou qui étaient en contact direct, que l'on a isolés. Mais comme on s'était préparé de cette façon-là, dès le démarrage du confinement, on est prêt, on sait s'adapter au jour le jour avec le contexte d'une ville, le contexte d'une agence ou le contexte d'un collaborateur. Ok, merci Stéphane. Et chez nous, du coup, pour le coup, je rejoins Stéphane. Au tout début, ça a été très brutal. Vraiment du jour au lendemain, on a perdu entre 50 et 70% de business, mais vraiment du jour au lendemain, avec un effet, au-delà de la perte de business, je pense qu'il y a un peu tout le monde de panique, d'essayer de comprendre ce qui se passait. Et nous, la première chose qui a été assez importante, et moi, je me rappelle comment on l'a vécu, ça a été aussi un moment pour se rapprocher de tout le monde, déjà s'assurer que tout le monde allait bien, vivait bien, si je puis dire, ou en tout cas pas trop mal la chose, dans quel état psychologique tout le monde était. Donc ça a été un moment où on s'est vraiment rapproché aussi bien en interne de nos 130 agences, de nos candidats, de nos clients, d'essayer déjà de dire ok, comment chacun vit les choses, et derrière surtout comment on repart. Donc comment on a réussi derrière à se rapprocher de tout le monde, ça a été vraiment par la multiplication de webinars, de newsletters,
pour vraiment se tenir informé et tenir tout le monde embarqué quasiment en live pour être le plus agile possible. Nous, par exemple, notre team back-office qui travaille beaucoup avec Pixid, c'était des points vraiment quotidiens avec l'ensemble du réseau animé par Pauline, que vous connaissez peut-être, pour vraiment diffuser de l'info en live, tenir tout le monde au courant des évolutions réglementaires, etc. Aussi bien, du coup, notre personne en interne que derrière nos clients, nos candidats qui, faut se rappeler, on se posait tous énormément de questions à ce moment-là. Donc vraiment, ça nous a pour le coup amené, même si on est une boîte digitale, à accélérer cette digitalisation par le côté webinar et échange à distance. Et après, sur le côté plus business, quand il se passe ce genre de choses, c'est vraiment ce qui compte. Et je pense que c'est l'agilité, c'est comment on réagit à ce qui est en train de se passer. Et nous, du coup, ça a été de se dire, OK, il y a certains de nos secteurs habituels qui sont en train, là, pour le moment, de vraiment s'effondrer. C'est comment on rebondit. Et du coup, on a aidé toutes nos agences à avoir des nouveaux fichiers de prospection, des nouvelles demandes sur des secteurs qui pouvaient être en demande, du coup, type l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, ce genre de choses. Et finalement, alors, ça ne nous a pas, bien sûr, permis de compléter tout de suite, mais ça nous a en tout cas permis d'ouvrir beaucoup de nouveaux business qui sont des entreprises aujourd'hui avec lesquelles on travaille encore, quoi. Et donc, globalement, nous, on est revenu clairement à une belle croissance où on est bien supérieur par rapport à ce dont on était avant le confinement. Donc, ça nous a vraiment permis là-dessus de bien rebondir. Et après sur tout ce qui est en interne, clairement, le télétravail, alors généralisé pendant la période du confinement, là aussi, nous, à avoir en tête, c'est que comme Mister Temp, on a toujours géré le recrutement à distance finalement, donc on était prêts, toutes les équipes étaient prêtes à prendre leur ordi portable et gérer aussi bien leurs clients que leurs candidats du jour au lendemain, ça n'a pas été un souci. Mais c'est plus derrière dans la vie de la boîte au quotidien où aujourd'hui on a un télétravail qui est beaucoup plus présent qu'il a pu l'être par avant, tout simplement parce que c'est beaucoup plus rentré dans la culture de la boîte que ça pouvait l'être auparavant. Ok. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. On s'aperçoit que, bien évidemment, il y a eu un énorme impact au niveau du marché et des organisations internes. Ça a aussi un impact avec la relation avec vos clients, de la manière dont ils réagissent, parce que c'est pas toujours en fonction des secteurs, comme vous dites, et même eux sont impactés autant que vous par cette crise. Nous, par exemple, on s'aperçoit chez Pixid que les entreprises commencent à avoir des réflexions un peu plus globales sur la flexibilité et plus gérer uniquement les intérimaires à travers une solution. Aujourd'hui, ils veulent pouvoir en fait trouver la bonne qualification pour la semaine prochaine dans leur équipe comptabilité ou sur leur ligne de production. Et donc, c'est une réflexion un peu globale pour trouver le meilleur canal, le meilleur candidat, la meilleure qualif, peu importe si c'est un intérimaire, un auto-entrepreneur ou un CDD ou ce genre de choses. Donc, on commence à avoir ce genre de réflexion. Vous, qu'est-ce que vous avez expérimenté comme réaction du côté de vos clients par rapport à ces réflexions-là? Chez Proman, on a par obligation au départ, on a été obligé d'organiser des visioconférences avec nos clients qui consommaient, voire ceux qui consommaient pas, puisque les clients de Proman, il a fallu les gérer de deux façons, quoi. Ceux qui se sont arrêtés du jour au lendemain et qui avaient des contrats un peu longs sur lesquels il a fallu leur expliquer comment on faisait de l'activité partielle, comment on l'a déclaré, comment on l'a géré. Et puis, de notre côté, on avait ceux qui avaient besoin de personnel. On ne pouvait pas se déplacer, eux ne voulaient pas nous recevoir. Il y avait un peu cette contrainte aussi du côté des intérimaires. Donc, on a mis en place les visioconférences avec nos clients. Faut pas non plus rêver. On a toujours, je pense, l'impression dans le travail temporaire que sur certains sujets, on n'est pas à la pointe. Nos clients ne sont pas mieux que nous. Donc, on a appris à travailler les uns avec les autres de cette façon-là. Donc,
Il y a eu des visioconférences pour faire des entretiens de recrutement, des visioconférences pour confirmer des collaborateurs, des entretiens pour discuter des conditions commerciales, de la prestation de service. Donc, c'est quelque chose qui s'est mis en place. Alors, chez nous, on avait quelques freins au départ parce que, de par nos agences généralistes et la proximité que l'on voulait avec nos clients, on a toujours été des gens du terrain, proches de nos clients et de nos intérimaires, donc on avait l'habitude d'aller les voir. Donc, il a fallu changer les habitudes. Comme le disait Jean-Loup, on a fait aussi beaucoup, nous, de formation en visioconférence avec nos équipes. Donc, ça a commencé à les rassurer sur la capacité à travailler de cette façon-là. Et on l'a généré dès les premières semaines du confinement. Et il se trouve que ça dure avec nos clients qui préfèrent aussi. Et on est surpris que le contexte économique fait que. Donc, on a beaucoup de nos clients qui sont encore en télétravail, notamment sur des postes RH. Donc, on travaille avec eux de cette façon-là. Puis ça porte ses fruits, donc c'est un changement de fonctionnement. On espère qu'on pourra bientôt aller les revoir comme on le faisait avant, mais je pense que ça va générer un mode de fonctionnement un peu différent sur cette partie-là. Et puis l'autre sujet avec les clients, c'est toute la partie digitale, sur la partie commande, sur la partie contrat, facture. Bon, nous, on était plutôt déjà très avancés avec Pixid sur ce sujet-là, mais on se rend compte que ça continue à prendre forme, que des gens qui étaient un peu réticents sur le sujet il y a quelques mois, aujourd'hui sont demandeurs. Et donc, on avance. On avance avec eux sur ce sujet-là aussi. C'est facilitateur, de toute façon, là, des matins, donc c'est plus rapide. Mais il faut s'organiser derrière pour pouvoir accompagner tout ça. Merci. Jean-Loup, vous, par rapport à cette incertitude, qui vient des clients et ces freins, comment vous avez un petit peu appréhendé cela? Alors, un peu comme Stéphane, je dirais qu'il y avait deux grandes catégories d'entreprises à ce moment-là. Il y avait ceux très fortement impactés, où là, de toute façon, on était plutôt dans l'empathie et à se demander ensemble, comment les aider, parler de l'avenir, des évolutions réglementaires, où nous, on avait peut-être un service juridique un peu plus structuré qui pouvait éventuellement leur donner de l'info. Et après, les entreprises qui avaient de l'autre côté des besoins, où là, nous, ce qui était assez intéressant, c'est que le Covid, finalement, a levé tous les freins qu'il pouvait y avoir par rapport aux approches digitales. C'est-à-dire que autant chez les candidats, nous, ça fait hyper longtemps qu'on voit que les candidats sont prêts à une gestion totalement digitale. Nous, on a plus de 700 000 inscrits sur la plateforme qui remplissent leurs dossiers en ligne, déposent leurs documents d'identité, reçoivent les propositions de mission, signent leur contrat en ligne, tout ça allait. Mais côté entreprise, c'est vrai qu'il pouvait toujours y avoir quelques petites réticences. Et on a vraiment vu le côté un peu où, je pense qu'on a tous vu un peu ces petits dessins sur LinkedIn où qu'est-ce qui a le mieux effectué la transition digitale dans votre entreprise? Est-ce que c'est le marketing, le nouveau CTO Et non, c'est rien de tout ça. C'est le Covid qui nous a tous montré que c'était possible, de travailler efficacement à distance, de faire des onboarding de nouvelles personnes dans l'entreprise à distance. Et dans notre cas, où ça devient beaucoup plus une évidence de nous faire confiance pour des recrutements potentiellement gérés à distance. Alors, le digital le 100% digital est pas parfait pour tout, hein, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a nos 130 agences un petit peu partout en France et qui jouent un rôle crucial. Mais en tout cas, ça devenait beaucoup plus une évidence pour tout le monde. Alors, ça l'était déjà pour nous, mais que ouais, c'est possible. Et de toute façon, là, je dois le tenter de passer par des acteurs digitaux ou moi-même de me forcer à me digitaliser et à gérer mes recrutements à distance et à faire en sorte que ça marche le mieux possible. Et on voit que finalement, quand on teste des choses dans ce domaine-là, on arrive à des résultats qui sont globalement assez convaincants, quoi. Et je pense que c'est le cas chez tous les acteurs. Alors, on a été précurseurs là-dessus, mais je pense que l'ensemble des acteurs aujourd'hui du recrutement et de l'intérim sont en cours de digitalisation, quoi. Et nos clients également. Ça devient
ça devient globalement une évidence et on va dire que les freins internes qu'il pouvait y avoir ont été levés par la nécessité de le faire qu'après le Covid, quoi. D'accord, donc pour vous, ces freins ont été le Covid a été un accélérateur et tous les barrières en fait se sont un petit peu effacées et ça devient une évidence. Vous, Edouard, chez Clever Connect, à mon avis, il y a aussi, tu le disais tout à l'heure, en termes d'opportunités, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui se sont dit il faut absolument qu'on s'équipe rapidement parce qu'on ne peut pas gérer notre activité à la main, avec du papier, avec des fichiers Excel. Comment vous avez aidé vos clients à répondre rapidement aux problématiques là, du Covid? Déjà, on a eu au début, comment on a géré ça, tous nos clients ont dû gérer l'urgence exactement comme nous, comme vous, comme tout le monde. Ils ont dû se réorganiser. Donc, nous, la première conséquence, c'est qu'on a eu beaucoup de mal à garder contact avec nos clients au début. Et ça a été vraiment difficile et ça a été compliqué pour nos équipes commerciales de garder du lien. Et quand les entreprises se sont réorganisées, se sont adaptées, on a commencé à reprendre du lien et un peu comme ce que disait Jean-Loup, on est rentré dans l'empathie et notre mot d'ordre auprès des équipes commerciales, c'était pas de priorité au business, hein, votre métier de commercial doit évoluer là, dans cette période qui est très particulière. Le plus important, c'est d'être près de vos clients et de trouver des solutions, les aider au maximum, donc les soutenir. Donc honnêtement, on est sorti un peu de nos périmètres, hein, on les a aidés sur des sujets qui sortaient complètement même des discussions qu'on avait habituellement. On a eu d'ailleurs nos propres fournisseurs, nos prestataires, parce que ce jeu-là aussi, où nous-mêmes on a été accompagnés et soutenus par des gens qui nous aident au quotidien. Donc on a essayé de reproduire ça aussi avec nos clients. Et on a vu d'ailleurs, là c'est un premier constat qu'on a fait aussi, c'est que on a vu des différences d'agilité énormes entre les entreprises, hein. Là, je ne parle pas seulement dans le travail temporaire, hein, je parle des entreprises clients aussi, corpo. Hein. Ça a été, on a vu vraiment des différences de gestion et de façon de subir ou de gérer cette crise qui était assez importante. Évidemment, c'était variable aussi d'un secteur à l'autre en fonction de l'activité. Et on a vu aussi, ça c'était vraiment intéressant, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, et c'est un peu le même constat aussi que Jean-Loup, hein, c'est pour beaucoup de clients, les sujets de digitalisation, ceux qui ont eu la possibilité de se poser sur ces questions-là, parce que tout le monde n'a pas pu, hein, ceux qui ont la possibilité de se réfléchir en profondeur sur ces sujets, et à imaginer du coup comment prévenir les prochaines crises potentielles ou comment améliorer, comment donner de l'agilité organisationnelle dans les 18-24 prochains mois, on a réussi à avoir avec certains clients vraiment des sujets de fond qu'on n'aurait pas eu probablement avant 18 mois. Et donc sur la digitalisation et la transformation digitale de leur activité. Donc ça a fait naître chez certains clients des vrais projets de transformation qui ont été anticipés du coup par cette crise. Et je crois savoir que, en effet, vous avez maintenant un rôle plutôt de conseil aussi là-dessus pour bien identifier quelles sont les problématiques et pouvoir justement quantifier le gain aussi des solutions Clever Connect, parce que c'est plus uniquement du push produit, mais il faut vraiment accompagner ces clients-là. Bah, oui, exactement. Donc, par exemple, alors c'est moins vrai dans le travail. Enfin, l'exemple que j'ai, c'est plutôt un exemple qu'on a. C'est un type d'adaptation qu'on a faite, hein, typiquement pour aider nos clients. On a proposé à l'ensemble de nos clients d'utiliser gratuitement notre outil d'entretien vidéo pour les aider à maintenir leur activité de recrutement à l'externe ou à l'interne. Et alors, c'était pas et, voilà, Mister Temp on a profité, mais certains vous êtes clients depuis longtemps, cette partie-là, sur une partie de vos recrutements. Et cet outil d'entretien vidéo, nous, on l'a mis à disposition gratuitement. Et le but, c'était justement, dans cette phase d'empathie, de proposer à nos clients une solution pour gérer rapidement en fait, la crise, la situation, sans forcément faire du business. Hein. Et c'est vrai que ça a fait naître du coup des nouveaux usages, des nouvelles façons de travailler. Et il y a des clients aujourd'hui maintenant qui utilisent cette fonctionnalité de façon hyper naturelle. Je pense qu'on aurait mis 2 ans à les convaincre de travailler de cette façon-là. Il y a eu ces sujets-là. Alors, c'est pas encore tout à fait très présent dans l'intérim, c'est plutôt très présent chez nos clients corpo, comme je pense à la BNP, je pense à Orange. C'est des gros clients pour nous, c'est parti. C'est un petit peu comme la consultation vidéo chez le médecin. Hein. Je pense que ça aurait mis 2-3 ans à être mis en place. Et en fait, aujourd'hui, moi, je vais faire ma première cette semaine, alors que je pense que je ne l'aurais jamais fait s'il n'y avait pas eu de Covid. Donc, c'est vraiment le même phénomène. Hein. Du coup, on n'a pas le choix de qu'on teste et on s'aperçoit que bon, c'est quand même pas mal. C'est pas aussi bien qu'une rencontre physique. C'est pas aussi bien que c'est pas aussi agréable en fait comme expérience, mais quand même, c'est parfois largement suffisant et
et ça apporte du service. Ouais. Revenons donc sur cette transformation digitale. Là, on vient de parler de la relation avec vos clients. Stéphane, vous vouliez aussi parler par rapport vous aviez réussi donc à convaincre les derniers réticents un petit peu, et par rapport aussi à vos intérimaires, quelles sont les réponses là que vous pouvez apporter en termes de digitalisation par rapport à ces mois là où forcément la distance a pas permis d'être en relation quotidienne avec eux? Les intérimaires, les premiers jours, ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas les travailler et pourquoi non plus ils ne pouvaient pas rentrer dans les agences. Donc, bon, voilà. Donc, il y a déjà ce lien à faire. Et puis après, donc on a travaillé avec eux, on leur a expliqué. On a fait la même chose, on a commencé par parler au téléphone. Et une fois qu'on a fini de parler au téléphone, parce qu'il fallait aller un peu plus loin par rapport à ça, on leur a expliqué comment on pouvait échanger. Déjà tous les documents que l'on peut avoir via MyPixid, bien évidemment, mais aussi en utilisant une appli que l'on a chez nous qui nous permet de communiquer plus aisément par rapport à ça. Donc ça, c'était pour nos intérimaires. Donc petit à petit, on a des résultats très significatifs sur les échanges, en l'occurrence de données, via MyPixid et notre appli. Ensuite, on a les candidats, et donc les candidats, c'est la même chose. On a fait un peu comme tout le monde, donc on a continué à passer des offres. On a reçu, mais bien évidemment, comme toute la profession, beaucoup de candidatures qu'il a fallu trier. Et outre le tri, bien évidemment, il a fallu faire des entretiens. Et les entretiens, on les a fait de façon à distance, en visio, comme tout le monde, sur des profils. Le téléphone pour ceux qui ne l'avaient pas. Je crois qu'il y aura toujours des publics où ce sera compliqué pour eux sur le noyau dur du travail temporaire, mais on a des jeunes générations et des métiers sur lesquels c'est des choses qui vont se généraliser. Je dis souvent, nous, tous les ans, on vieillit d'un an, mais l'intérimaire moyen, il a tous les ans 25 ans. Donc, petit à petit, cette partie-là, il faut qu'on l'intègre dans notre fonctionnement. Et il y aura forcément de plus en plus une première approche ou un préenregistrement, une préinscription, on l'appelle comme on veut, qui se fera plutôt à distance et avec des outils modernes. Donc pour rebondir rapidement sur ce que dit Stéphane, je partage complètement. Ce qui compte, c'est de trouver des nouveaux canaux de communication et peut-être des nouveaux sujets de communication. Nous, on est très présent sur les réseaux sociaux. Et donc, ce qu'on faisait, donc on a évidemment beaucoup de candidats qui, comme pour Stéphane, du jour au lendemain, se retrouvent un peu sans rien. Qu'est-ce que je fais? Donc, l'idée, c'est, OK, on ne peut plus leur proposer là forcément à l'instant T une offre d'emploi tout de suite. Donc, c'était de se dire, OK, comment on peut arriver à créer de la valeur pour eux? Donc, c'était de leur envoyer des pushs via les réseaux sociaux sur les actualités qu'il pouvait y avoir en lien avec l'emploi, les droits qu'ils avaient. Derrière aussi des trucs sympas, parce qu'on avait tous un peu besoin de rigoler. Alors, c'était un peu touchy, il fallait trouver le bon ton, mais en tout cas, c'était d'essayer de repartager, mais pour garder le lien, des contenus qu'on partageait ou via les réseaux sociaux ou via des newsletters. On mettait à disposition 2 fois par semaine pour toutes nos agences des newsletters avec du contenu un peu sympa, pas trop foufou non plus, parce qu'on n'était pas dans un moment où on pouvait faire n'importe quoi, mais en tout cas, essayer de garder le lien avec des nouveaux canaux qu'on utilisait avant, mais là, on accélérait ça et avec moins le côté, OK, on vient nous voir que pour les offres d'emploi, d'essayer de leur apporter de la valeur différemment avec d'autres types de contenus et de créer une relation un peu, de profiter aussi de ces moments-là où on est tous dans des contextes pas simples pour essayer de créer une relation qui soit un peu différente avec eux. On parle souvent là justement d'animer cette communauté, que maintenant le candidat, il est aussi un peu consommateur avec ce concept d'e-commerce. Toi, Edouard, quelle est ta vision un petit peu là-dessus par rapport à ce que disent Jean-Loup et Stéphane pour pouvoir justement garder le lien avec le candidat? Ah, on t'entend plus, Edouard. J'ai remis le micro. C'est bon? Ouais. L'expérience candidat, nous, c'est notre expertise. Donc, travailler sur la façon de se connecter, parler avec le candidat pour l'amener vers soit un processus de candidature, d'entretien, ou d'autres interactions qui peuvent le pousser à le nourrir de contenu et d'informations sur les entreprises, les agences partenaires.
tout ça fait partie, est au cœur de nos réflexions. Nous, on a d'ailleurs utilisé en fait beaucoup cette période pour remettre en question aussi nos façons de travailler et notre propre offre, la structure de nos offres. Et ça a fait naître d'ailleurs justement sur cette partie-là, sur la façon de se connecter aux candidats, une idée et la création d'une nouvelle offre en collaboration avec des clients. C'est-à-dire qu'on a utilisé le mois de mai notamment pour faire des clubs utilisateurs virtuels et on a fait interagir des clients, plutôt des clients grands comptes qui avaient du coup des gros volumes à traiter, à gérer. Et on a commencé à travailler avec eux sur la nouvelle expérience candidat de demain. C'était vraiment un brainstorm, mais ça a amené à une offre. Aujourd'hui, on propose à des clients et on déploie chez nos premiers clients qui est une offre de sites carrière intelligents. C'est des sites carrière qui vont apporter un maximum de personnalisation, à la fois dans le contenu proposé aux candidats au fur et à mesure de leur navigation, mais aussi de la personnalisation dans le process de candidature, c'est-à-dire selon tel ou tel profil, des process de candidature qui vont être adaptés avec des éléments qu'on va leur demander qui sont en lien avec le job. Donc, tout le monde ne postule pas forcément juste avec un CV et une adresse mail, mais potentiellement avec d'autres éléments, par exemple des tests, des formulaires ou sans CV d'ailleurs, etc., ou la vidéo. Et ça, c'était vraiment, c'est vraiment une opportunité que nous a donné aussi cette période-là, de réfléchir avec des clients à l'expérience de demain et à des nouveaux parcours pour les candidats, des nouvelles interactions, des nouvelles façons de leur communiquer, de leur parler, plus digitaux, plus mobiles, plus fluides, plus instantanés. Donc ça fait partie des gros éléments de réflexion où je pense que ces candidats vont être de plus en plus exigeants justement sur le parcours et la façon dont on communique avec eux, en tout cas sur la partie digitale. Par contre, je crois aussi quelque chose, c'est qu'ils vont être de plus en plus en demande aussi de liens humains, de personnalisation, tout ça va pas disparaître en fait, ça va rester très important. Et la difficulté va être de jouer avec les deux, je pense. Vous Stéphane, on parle là de la partie sourcing de candidats, parce qu'on s'aperçoit que le marché, même si vos nombres de commandes ont augmenté, on est toujours sur un marché où il est difficile de trouver le candidat, qu'on appelle un peu pénurique. Quelle est votre vision, parce que vous êtes plutôt un acteur traditionnel du travail temporaire, sur cette expérience candidat et pour pouvoir attirer les bons candidats et les proposer à vos clients? En fait, on redit ces dernières semaines la même chose que ce que l'on disait au mois de janvier, en disant ouais, c'est difficile de trouver des candidats. La réponse, elle est quand même chez nous, les acteurs du travail temporaire, où ça dépend des moyens qu'on va se donner pour trouver les bons, pour garder déjà les bons chez nous. Bien évidemment, on est là pour que les intérimaires puissent trouver des CDI dans les entreprises après derrière, on est bien d'accord. Hein. Le sujet, c'est pas celui-là. Mais oui, il va falloir qu'on prenne des décisions, enfin, surtout que nos collaborateurs en agence comprennent qu'il faut qu'on soit proche des intérimaires, mais qu'on aille surtout dans le sens de l'histoire et qu'on accepte de travailler comme eux le sentent ou comme eux le veulent ou la façon dont ils ont été éduqués depuis leur naissance. Mais c'est la même chose avec les clients où ça va évoluer dans ce sens-là. Il faut prendre le bon chemin, il ne faut pas rester figé, il faut trouver les bons canaux pour aller vers les gens, quel que soit le sujet aujourd'hui. Les intérimaires, les intérimaires, ils ont le choix. Comment on va les diriger plutôt chez nous que chez les autres, hein. Et tant qu'à faire, autant attirer les meilleurs. Donc, c'est à nous à nous adapter. C'est à nous à nous adapter, à trouver le bon mode de fonctionnement. Il passe forcément par les réseaux sociaux, la digitalisation, la réactivité, la compréhension de leurs attentes autant que leurs besoins. Hein. Donc, il faut jongler avec les deux. Donc, c'est un vrai virage à prendre. Et comment ça se passe justement par rapport à votre présence sur les réseaux sociaux, votre stratégie un peu d'acquisition de candidats en termes de budget et tout? Comment un petit peu vous changez de cap chez Proman? Parce qu'on ne trouve plus les intérimaires de la même manière qu'on les trouvait il y a 3-4 ans. Il faut, on doit tout utiliser aujourd'hui puisqu'on trouve des candidats partout. Donc effectivement, les réseaux sociaux sont aussi importants que les job boards, mais on peut pas faire ni sans l'un ni sans l'autre. On fait avec tout le monde parce que je pense qu'il n'y a pas de vraie vérité par rapport à ça. Si on veut attirer du volume et des gens plutôt jeunes, il faut aller sur les réseaux sociaux. Si on veut trouver des compétences, si on veut trouver des profils qualifiés, expérimentés, il faut aller
plutôt sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'on ne peut pas dire ou l'un ou l'autre, il faut aller partout. Et il faut analyser aussi derrière qu'est-ce qui est le plus intéressant. Le plus intéressant, qu'est-ce qui ramène le plus de candidatures? Mais le plus de candidatures, c'est une chose, mais ce qui est intéressant, c'est derrière, qu'est-ce qu'on en fait de ces candidatures? Est-ce que c'est de la candidature pour de la candidature ou est-ce que c'est de la candidature pour répondre aux besoins de nos clients? Donc, il faut pas se limiter, il faut aller partout et ça n'a pas fini d'évoluer, hein. Ça va encore évoluer. Ça va aller un peu vers d'autres biais. On commençait, nous, à être plutôt très performants sur les job boards. On se rend compte que les réseaux sociaux prennent aussi leur importance sur le recrutement, alors d'une certaine catégorie de personnel, on est bien d'accord. Mais voilà, donc il faut se remettre en question. Et vous, Jean-Loup, par rapport à justement, parce que vous avez un positionnement quand même beaucoup plus digital, et donc je pense que vous aussi, vous multipliez les canaux. Est-ce que vous suivez, alors après tu nous expliqueras, mais est-ce que vous suivez aussi la performance et la qualité des candidats par rapport justement aux canaux chez Mister Tem? Oui, bien sûr, c'est la clé. C'est la clé. Alors, je pense, comme disait Stéphane, de toute façon, il faut être partout. Il faut se poser la question de où sont les candidats. Et donc, bien sûr, les job boards et CVTech, pour nous également, restent des partenaires incontournables. On travaille beaucoup avec Météo Job, Hellowork, etc. Vraiment, ça reste incontournable. Mais après, clairement, quand on se dit qu'il faut aller chercher les candidats où ils sont aujourd'hui, les jeunes, globalement, oui, ils sont sur le digital. Donc, le digital aujourd'hui, c'est quoi? Ça va être déjà, c'est pas bête, mais Google. Donc, tout ce qui est SEO, référencement de son site sur les moteurs de recherche. Donc, c'est faire un peu là-dessus un travail sur les requêtes qui peuvent être potentiellement tapées par les personnes en recherche d'emploi et essayer de se positionner dessus. Ça, c'était la première chose qui est importante pour moi. Et après, les réseaux sociaux. Là aussi, alors dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a à boire et à manger. Tous les réseaux sociaux sont pas forcément adaptés au recrutement, en tout cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que les grosses tendances, Facebook, malgré tout, on entend parfois Facebook, ça chute, les jeunes n'y vont plus, etc. Bon, Facebook, on dira ce qu'on veut, mais en termes de puissance, c'est quand même colossal. Et Facebook Jobs, aujourd'hui, est un outil qu'ils ont vraiment amélioré. Enfin, je pense, Stéphane ou les gens qui assistent au webinaire, on a tous connu le début de Facebook Jobs où on recevait des candidatures d'Indiens, de Chinois, ça venait du monde entier. Enfin, c'était vraiment complètement random. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus quali. Et en l'utilisant bien, on peut vraiment avoir une vraie performance. Et après, l'autre réseau social qui explose, c'est LinkedIn. LinkedIn, il y a encore, j'ai l'impression que ça change là-dessus presque de mois en mois. Il y a 2 ans, c'était un réseau social pour les Bac+2 à Bac+5, éventuellement même profil international. Aujourd'hui, j'invite chacun à demander dans son entourage. Tout le monde a un profil LinkedIn. C'est devenu incroyable et on s'aperçoit qu'on peut aujourd'hui aller chercher là-dessus tout type de candidats et y compris des profils non qualifiés qu'on serait jamais allé chercher auparavant. Donc là-dessus, je pense, c'est en tout cas se fermer aucune porte, tester des choses, parce que la vérité d'aujourd'hui est vraiment pas celle de demain, ça change extrêmement vite. Donc ce qui compte, c'est de bien mesurer ces différentes sources, de bien les mesurer, de les mesurer régulièrement de manière très méthodique, et ensuite on adapte, on voit en fonction d'un mois à l'autre ce qui surperforme le mieux sur certaines qualifs, sous-performe sur d'autres, parce qu'il n'y a pas une plateforme qui est bien pour tout. Donc, il faut vraiment être dans une optique analytique, de mesurer, d'y aller par petites touches, de voir quand ça fonctionne, on appuie à fond, mais on continue à mesurer parce que peut-être que dans 3 mois, ça ne marchera pas. Et toujours être dans une démarche de tester des nouvelles choses, ne pas se fermer ce porte. Au contraire, quand on teste quelque chose et que ça ne marche pas, on a appris que ça ne marchait pas. Et au moins, on peut l'éliminer pour quelques mois et demain le retenter différemment. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive. En tout cas, il ne faut surtout pas, je pense, dans son approche du sourcing, être figé.
Voilà, j'avais mes partenaires, je travaillais avec eux depuis 3 ans. Tel outil, je dis une bêtise, marchait pas il y a 2 ans, donc je le reteste pas. Non, il faut le retester. Et tout le monde doit le retester, chaque agence doit le retester parce que peut-être que pour tout un tas de raisons, tel job board sera plus performant sur telle région ou sur tel calibre. Donc, faut tester, faut prendre un peu de risque en les mesurant et jusqu'à trouver les bons outils. Mais surtout, faut oser tester, je pense, et pas se fermer de porte. Édouard, tout à l'heure, tu as parlé de l'expérience candidat, mais sur cet impact-là de la mise en place de ces nouveaux types de sourcing et comment définir les objectifs et les indicateurs de performance, comment vous vous positionnez, vous, justement, pour aider vos clients? La première chose, c'est que souvent, quand les clients parlent de transformation digitale, quand on se rend compte que souvent, ils confondent la numérisation de leur travail et la vraie transfo digitale. C'est-à-dire que pour faire une transformation digitale, il ne faut pas simplement mettre des outils de dématérialisation, par exemple. Il faut aussi revoir les processus, réfléchir aux objectifs qu'on veut se fixer et embarquer à la fois la culture d'entreprise, l'organisation et pas seulement les outils. Donc nous, la première chose qu'on fait, c'est demander au client pourquoi il veut mettre en place des outils. Et parfois d'ailleurs, on recommande des outils qui ne sont pas les nôtres, des outils partenaires, parce que c'est très important de se poser des questions, déjà dans moyen-long terme, quels sont mes objectifs à moyen-long terme, quelle est la trajectoire que je peux prendre, d'un point de vue business, organisation. Et donc on commence par poser les indicateurs d'impact qui vont être suivis au cours du projet d'intégration d'un outil et d'un système et de la transfo. La deuxième chose qu'on va faire dans les grandes lignes, c'est évidemment, et ça c'est très important, c'est adapter, suivre ces indicateurs et adapter sa stratégie avec agilité. Ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit par Jean-Loup, c'est que il faut, si on transforme un peu son activité et si on se donne un indicateur, un objectif business, organisationnel et donc des mesures d'impact, on doit être capable d'expérimenter et d'innover et donc du coup de prendre quelques risques, bien mesurer ces risques et de suivre ces indicateurs pour vérifier ce qui fonctionne pas. Alors ça marche pour les job boards, les réseaux sociaux, donc toute la stratégie de sourcing, mais ça marche aussi pour par exemple, des indicateurs comme la mesure de capacité, de réactivité, de proposition de candidats à mes clients, par exemple. Est-ce que les systèmes que je mets en place vont permettre d'être plus réactifs et proposer plus rapidement des intérimaires à mon client final et donc gagner peut-être des parts de marché chez mes clients parce que je les sers plus vite et mieux. Comment mes outils peuvent répondre à ce besoin-là? C'est une composition de plein de choses. Il y a des outils numériques, mais aussi probablement la façon de travailler et de s'organiser. Et d'ailleurs, c'est le dernier point. Nous, ce qu'on recommande, c'est une référence, c'est vraiment une référence à avoir en tête quand on met en place des nouveaux outils un peu structurants. Je parle d'un ATS, je parle de solutions de matching, etc. On recommande que pour 1 euro dépensé dans un logiciel, le client dépense 1 euro et un intérêt aussi, prévoit 1 euro d'accompagnement et de changement, d'accompagnement au changement des équipes. On remarque que si on ne fait pas ça, s'il y a un sous-investissement et s'il y a seulement de l'investissement dans les outils, s'il n'y a pas d'aide et d'accompagnement vraiment sérieux et structuré des équipes opérationnelles, malheureusement, ces projets ne sont pas souvent des succès. C'est des choses sur lesquelles nous, on accompagne. D'ailleurs, parfois que nous, on ne fait pas, parce qu'on n'est pas un cabinet de conseil, on a des cabinets de conseil partenaires. On le recommande souvent. Souvent, du coup, c'est des pertes de budget pour nous et on sait que c'est la seule façon d'arriver à un projet vraiment à succès. Alors, la transition est toute faite, merci Édouard, mais je voulais parler justement de ces prérequis pour aider à la transformation digitale parce qu'on s'aperçoit que le monde des RH est un des derniers un peu villages gaulois à vraiment se transformer parce que ça fait des années qu'on peut commander un taxi depuis son téléphone, on peut se commander un repas à livrer, on peut se commander un film à regarder, enfin, on peut même louer une maison directement depuis son téléphone. Vous qui êtes expert justement de ce monde des RH, quels sont ces prérequis? Et parce qu'aujourd'hui, maintenant, on y est, là, on est vraiment à un tournant pour amener les organisations, les personnes à adhérer à cette transformation. On peut commencer par toi, Stéphane, chez Proman. Le premier sujet, c'est l'engagement de la direction. Il faut que la direction trace le chemin, pour faire adhérer les collaborateurs, que le sujet soit clair, le plus simple possible et qu'il soit vraiment adapté à ce que les équipes ont besoin sur le terrain et pour qu'il soit bien compris et qu'on fixe un objectif rapidement. Et comme le disait Édouard,
il faut investir sur l'homme, il faut investir sur l'humain, dans le sens où on ne peut pas avoir une idée dans la digitalisation, dans la dématérialisation des choses, si quelque part on ne forme pas les équipes et on leur fait pas comprendre pourquoi il faut aller vers cela. On est obligé d'expliquer parce que nos clients aussi nous poussent. Nos clients nous poussent sur un certain nombre de sujets. Nos équipes, certaines peuvent avoir des freins, mais c'est surtout ils ont des freins, mais c'est surtout des craintes. C'est la peur de perdre une notion de pouvoir par rapport à un certain nombre de choses. Donc, il faut expliquer, il faut former. C'est le passage obligé pour moi, de toute façon, pour une transition réussie. C'est important. Oui, et ce qui compte, comme le disait Stéphane, avant tout, c'est la vision. C'est que tout le monde partage une vision et un objectif commun. Que le digital, ça sera toujours, ça permettra peut-être de faire certaines choses plus vite, mais si on ne sait pas exactement où est-ce qu'on veut aller, finalement, ça partira dans tous les sens et la digitalisation sera plus un chaos qu'autre chose. Donc d'ailleurs, c'est une bonne vision commune. Et derrière, je pense des cycles de décision très courts pour pouvoir tester des choses, les mettre en œuvre sur une petite échelle, avoir des petits succès. Et derrière, comme le disait Edouard, surtout, passer, c'est 1 pour 1, mais c'est au moins ça, quoi, pour l'accompagnement et former les gens aux outils, parce que il vaut toujours mieux limite un outil pas très bon, mais très bien utilisé par l'utilisateur qui connaît tous ses recoins, parce qu'il le maîtrise à fond, qu'un super outil qui permet de tout faire, mais où les utilisateurs sont finalement un peu perdus. En général, on n'utilise pas toutes les capacités d'un outil. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment, en tout cas, comprendre en quoi les outils qu'on peut mettre à ma disposition et qu'on peut co-créer avec moi vont me permettre de plus m'épanouir dans mon travail, être plus efficace, plus performant et au final mieux bosser et être mieux dans ma boîte. Merci, c'est très clair. Donc, donc je vais redire un petit peu ce que vous avez dit, mais tout ça s'accompagne avec beaucoup d'agilité et donc modifier aussi les organisations pour pouvoir justement répondre à la vision du management et puis faire ces petits tests sur plein de petites initiatives pour ensuite choisir la bonne méthodologie et que ça puisse être implémenté dans tout le groupe. Avant de passer aux questions, on a décidé de vous poser une question un petit peu compliquée, la question à $1 million, mais pour vous, c'est quoi l'intérim de demain? Donc, ça rejoint un petit peu tout le sujet qu'on vient d'échanger aujourd'hui, mais on aimerait bien avoir très rapidement quelques axes aussi de réflexion ou comment vous voyez l'avenir sur ce thème-là. Alors, qui veut commencer? Jean-Loup, tu voulais te laisser. Notre credo et notre vision là-dessus, c'est digitaliser sans déshumaniser. Et là-dessus, l'idée, c'est de se dire que finalement, le digital, il est là pour faire gagner du temps à tout le monde, pour que tous les consultants, les chargés de recrutement au quotidien, ils puissent se concentrer sur ce qui est vraiment leur métier, quoi. C'est-à-dire comprendre ce que souhaite le candidat, ce que souhaite l'entreprise, le former, le coacher, ce qui est vraiment son métier, quoi. Finalement, quand aujourd'hui, dans notre métier, on passe beaucoup de temps sur l'administratif, c'est pas là où on a la plus grande valeur ajoutée. On est sur un métier, on fait quand même un métier super. On est là pour trouver du travail aux gens, ce qui est quand même génial, et aider de l'autre côté les entreprises à se développer. Donc derrière, c'est voir comment on peut avoir là-dessus les meilleurs outils à notre disposition. Et pour ça, le digital a un rôle prépondérant à jouer pour derrière, justement, se reconcentrer sur passer son temps sur ce qui a le plus de valeur et ce qui, globalement, dans le métier, je pense, nous éclate le plus, c'est-à-dire, justement, ces relations humaines qui peuvent parfois passer un peu derrière ce côté, l'intérim, on est tout le temps dans le rush, on n'a pas le temps, on gère du volume, etc. Non, nous, notre vision, c'est le digital, mais vraiment derrière au service de l'humain et de la relation, quoi. Pour que
ce soit performant chez les entreprises, que les candidats trouvent du boulot et que tout le monde puisse travailler vite et bien, quoi. Donc, si je résume, c'est réduire toutes les tâches un peu chronophages, administratives, qui ne servent pas à grand-chose et qui aujourd'hui représentent 90% du quotidien et d'avoir justement des tâches à plus forte valeur ajoutée pour comprendre les intérimaires et les clients. Exactement. Chez Proman, ça va être Stéphane, ça va être. On n'est pas très loin de ça. Chez Proman, Ouais, avec nos 400 agences, on aime bien déjà la proximité, la réactivité et le pragmatisme. Donc, on va quand même avoir des agents de proximité qui vont continuer à recevoir des candidats, des collaborateurs qui vont continuer à aller chez les clients. Mais en parallèle, donc il faut qu'on se modernise à vitesse grand V, mais on sait très bien que les tâches obscures, il faut trouver les meilleures solutions pour les optimiser, pour qu'on puisse, comme le disait Jean-Loup, il faut passer du temps à recruter, à trouver les bons candidats, à fidéliser ou à monter en compétence nos intérimaires, à fidéliser, à trouver des solutions à nos clients, leur apporter aussi des choses différentes qui leur font gagner du temps avec une meilleure productivité. Donc la digitalisation, on la développe sur les recrutements, sur le fait de trouver des candidats, surtout la digitalisation de la relation administrative. Donc je pense que dans notre activité, on aura un peu de tout. On aura mixte, mais qui va se tourner vers la modernisation de tous les outils de la relation RH. Et puis on aura aussi des clients qui vont vouloir du tout digital. Donc, on se pose aussi des questions sur cette partie-là. Il y aura de la place pour tout le monde. Mais il faudra quand même continuer à évoluer, à progresser sur cette partie-là. Elle est quand même importante pour tout le monde et pour faire des gains de productivité parce qu'on est sur un marché quand même mature et compétitif. Donc, le prix et la marge comptent. Et justement, pour rebondir là-dessus, aujourd'hui, on oppose beaucoup les entreprises de travail temporaire traditionnelles et les nouveaux acteurs, les plateformes un peu digitales. Est-ce que tu crois qu'on va arriver à un système un peu hybride entre les deux ou comment est-ce que vous avez plusieurs offres, des offres 100% digitales, des offres avec du réseau? Comment vous voyez les choses progresser? Parce qu'on voit que maintenant, il y a Uberworks aussi, donc on va pouvoir commander un intérimaire directement de son téléphone. Il y aura de la place pour tout le monde, puisque ça dépend de ce que. Il faudra qu'on s'adapte, bien évidemment, qu'on soit capable dans notre métier, comme on a toujours su le faire, avoir des prestations de services différenciées. L'entreprise qui fera du Uber intérim, elle sait à quoi s'attendre. Hein. Celle qui voudra un intérimaire avec plus de recrutement, avec beaucoup plus d'éléments et beaucoup plus de prestations, elle sait aussi à quelle prestation de service elle pourra s'adresser. Donc, je pense qu'on ira plutôt vers ce schéma-là de je paye pour quelle prestation de service ou quelle prestation de service je propose pour quel prix plutôt que des agences qui feront une activité plutôt qu'une autre. Je pense que on va aller vers ça. On va aller vers ça dans les années à venir. Oui, exactement. Et ce qui compte, c'est avant tout d'écouter le client et quel est son besoin et qu'est-ce qu'il attend comme prestation. Et pour moi, c'est aussi un moyen de valoriser tout le travail qui est fait en agence. Nous, on a vraiment ce côté où on part de l'offre à la fois 100% digitale, si vous voulez, tout est géré en ligne de A à Z, à une offre 100% de proximité avec une offre de proximité. Et là-dessus, c'est au client de décider s'il valorise pas un process de temps complet et le temps passé avec un candidat à en rencontrer plusieurs. Ok, dans ces cas-là, ça sert à rien qu'il la paye, entre guillemets, autant qu'il se tourne vers du tout digital. Maintenant, il y a pour énormément de cas, il faut valoriser ce travail de l'agence de proximité qui est fait, de rencontre du candidat, d'études de poste chez le client. Tout ça a de la valeur. Et donc, justement, l'idée, c'est de proposer des offres, je pense, pour tout le monde, un peu globales et adaptées à chaque fois aux besoins du client pour lui faire payer
la bonne prestation au juste prix en fonction de son besoin. Merci. Édouard, on discute beaucoup tous les deux et sur les initiatives qu'on peut prendre avec Clever Connect et Pixid pour l'intérim de demain. On ne va pas dévoiler tous nos secrets, mais quelle est votre vision, vous, chez Clever Connect, spécialement de l'intérim, hein. On ne parle pas forcément du sourcing ou du recrutement dans son ensemble. Mais... Oui, alors, je pense que je vais surprendre personne en disant que tous ces process, enfin, toute cette modernisation du recrutement et de l'intérim peut-être en particulier, se fait un petit peu à retardement par rapport à certains autres secteurs. Par exemple, le e-commerce, qui est probablement le secteur qui a eu l'évolution la plus rapide ces 20 dernières années depuis qu'on a Internet, hein, c'est probablement le secteur qui a le plus d'avance sur, par exemple, la conciliation entre l'achat en ligne et l'expérience en magasin. Et je pense que naturellement, en fait, le secteur de l'intérim va apprendre à concilier, à travailler sur l'omnicanal, à travailler à la fois sur une expérience digitale, adaptée au digital, et des expériences de recrutement, de sélection et de sourcing en agence. Et donc, d'ailleurs, Mr Time, je trouvais un excellent exemple. Hein. C'est un acteur qui est à la fois spécialiste digital et qui en même temps a un réseau d'agences important. Et qui, je suppose, je ne suis pas dans votre organisation, mais je suppose que vous travaillez différemment, de façon différente, avec des prestations un peu différentes, en alliant à la fois les puissances du service humain en agence et du service digital peut-être un peu plus automatique. Ça, je trouve que c'est une bonne inspiration. C'est ce qui s'est passé dans le e-commerce avec des acteurs très e-commerce, purement e-commerce, et qui sont devenus ensuite des parties intégrées à des gros distributeurs. Cdiscount appartient au groupe Casino, au groupe du commerce au groupe Carrefour, etc., etc. Je pense qu'on va aller vers ça. Donc, à la fois des conciliations omnicanales, digitales et physiques. Je pense que les deux vont continuer d'être importants, mais travailler différemment. Et nous, on se pose la question côté candidat, donc ça c'est plutôt sur le secteur et les organisations, mais côté candidat, on se demande souvent, parce que c'est vraiment notre prisme et notre focalisation, et ce qu'on remarque, c'est que de manière générale, l'expérience digitale pousse les candidats, enfin les modernisations digitales en général, notamment dans le e-commerce, dans la commande de taxi, des Uber, etc., fait qu'on remarque que les gens en ligne, les personnes en ligne, sont de plus en plus exigeants en matière d'expérience, de personnalisation de l'expérience, de réactivité, d'adaptation de l'expérience, qu'elle soit mobile ou sur ordinateur, la simplification aussi des actions de candidature, de prise de contact et d'accès à l'information. Et donc, il va y avoir de manière générale, en tout cas sur le digital, mais même potentiellement aussi en magasin, enfin en agence du coup, il va falloir relever de plus en plus le niveau d'exigence quant à l'expérience qu'on va offrir à ces candidats pour les capter plus vite et pour capter les meilleurs. Et ça, on y croit beaucoup, et donc c'est pour ça qu'il va y avoir de plus en plus de technologies aussi dans les phases de sourcing et de sélection des profils pour aller enfin aux nouvelles exigences aussi des clients, vers plus d'instantanéité et même du quasi-temps réel dans la proposition des candidats, des intérimaires du coup, pour répondre aux besoins des clients. C'est ce que la technologie va apporter je pense, avec le temps. Je vois que personne n'a prononcé le mot intelligence artificielle, donc je suppose qu'on n'y est pas encore. En tout cas, messieurs, merci pour vos témoignages, votre œil avisé sur tout ce qui s'est passé depuis 10 mois et votre vision du marché. J'espère que ça a intéressé tous nos participants. On ne va pas forcément avoir trop le temps de répondre aux questions, mais bon, je suppose que si les gens veulent nous contacter, ils peuvent le faire librement via email ou téléphone ou LinkedIn. Nous, on vous donne rendez-vous demain pour la conclusion du club ETT Pixid. On n'aura pas des experts externes comme aujourd'hui, mais on aura des experts internes, que ce soit opération, technique, produit, notre DPO, notre responsable de la sécurité. Donc, vous aurez aussi là l'opportunité de nous poser toutes les questions que vous voulez. C'est demain à 10h. Donc, n'hésitez pas à vous connecter ou alors à envoyer l'invitation ou à propager le mot. En tout cas, je vais vous remercier encore une fois pour votre attention et puis, messieurs, pour votre participation. J'espère que la prochaine fois, ça sera en physique. Ça permettra de continuer les échanges de manière plus informelle autour d'un déjeuner. Voilà. Donc, je vous dis à l'année prochaine et puis merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, au plaisir. Bonne journée à tous.